fin à Lomé de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali au terme des travaux. Les partenaires internationaux réitèrent leur soutien à notre pays. Le chef de la diplomatie malienne exprime son satisfait les conclusions de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara. De la culture dans cette édition, regard croisé de la rédaction sur deux jeunes instrumentalistes, Wassa Kouyaté et Mohamed Saïba Diabaté, tous deux joueurs de Kora, du talent, ils en ont en ventre, comme si Diabaté est allé à leur rencontre. Remise du drapeau aux aigles dames de basketball, c'est en vue de leur participation à la Coupe du Monde en Australie. La cérémonie a été mise en profit pour payer certaines primes. Abdul Karim Kaba nous fera le coup. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la transition, avec moi en plateau, pour la lecture du communiqué. Ibrahima Djambeli, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Traoré. Alors, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Tout à fait, c'est avec plaisir que je suis là. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 19 novembre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement relatif au financement partiel du projet de renforcement du réseau électrique de la Société Énergie du Mali. Par cet accord, la Banque ouest-africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt de montant de 8 milliards 500 millions de francs CFA. Le projet, objet du présent financement, s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement du réseau de transport et de distribution de la Société Énergie du Mali pour l'amélioration de la qualité de son service. Sa mise en œuvre permettra le renforcement et l'extension des postes de transformation de Sirakoro et de Lafia, l'installation de batteries de compensation d'énergie réactive dans les postes de transformation de Badalabougou, de Balengue, de Calaban, de Kati, de Kita, de Kodjalani et de Lafia. La construction d'une ligne électrique souterraine en câble aluminium et des réseaux de fibres optiques sur le tronçon Lafia Dar-Salam. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. La loi numéro 2021-071 du 23 décembre 2021 portant loi des finances pour l'exercice 2022 a modifié la liste des produits soumis aux droits d'accise connus dans la législation fiscale malienne sous le nom d'impôt spécial sur certains produits. Ces modifications découlent principalement de la transposition de la directive numéro 3 2009 CM-UMOA du 27 mars 2009 portant harmonisation des législations des États membres de l'Union économique et monétaire africaine en matière de droit d'accise. Le présent projet de décret adopté consacre, entre autres, l'augmentation du nombre de produits soumis à l'impôt spécial sur certains produits, la prise en compte des bouillons alimentaires, du café, des produits de parfumerie et cosmétiques, la généralisation de l'application de l'impôt spécial sur certains produits à tous les véhicules de tourisme sans considération de puissance. Son adoption contribuera à promouvoir la croissance économique, à améliorer le climat des affaires et à protéger la santé publique. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali tenue à Lomé le 6 septembre 2022. Le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a été mis en place par l'Union africaine avec l'accord des autorités maliennes et est co-présidé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies. Son objectif est de mobiliser la communauté africaine et internationale dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme d'action de la transition. La réunion a permis aux représentants du gouvernement de
clarifier les positions du principe du Mali, notamment la détermination des autorités de la transition à inscrire l'action publique dans le strict respect des principes clés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. La participation des représentants des hauts niveaux du gouvernement a permis également de porter de manière concrète les messages et attentes du Mali pour le processus de transition, notamment l'engagement pour un retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. À l'issue de ces travaux, le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a félicité le Mali pour les progrès réalisés par la transition, condamner fermement les attaques terroristes et lancer un appel à une synergie d'action contre les groupes armés terroristes, lancer un appel à la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour un appui à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement du Mali, saluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, pris note de la requête du gouvernement du Mali relative à la levée des mesures de suspension du Mali des instances de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation internationale de la francophonie, décidé de tenir la prochaine réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali à Bamako au cours du premier trimestre 2023. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir, Ibrahim Traoré. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de journal. Merci beaucoup, Ibrahim Djambélé. Vous parliez à l'instant de la fin de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. On en parle en image tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux, mais en attendant, restons à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu cet après-midi le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, est porteur d'un message du président de la transition de Guinée, un message de soutien au peuple malien, notamment sur les questions de lutte contre le terrorisme et du maintien des rapports de bon voisinage. Le ministre guinéen des Affaires étrangères est au micro de Sira Bachili. Je suis arrivé dans ma deuxième patrie, le Mali, porteur d'un message du président de la transition de la Guinée, le colonel Doumbouya, à son frère et ami, le colonel Goïta, président de la transition du Mali. Et aujourd'hui, la Guinée et le Mali se retrouvent devant la scène de l'histoire pour faire face d'abord à un phénomène dangereux qui est le terrorisme, le djihadisme, puisque tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée. Il y a aussi des événements récents qui se sont déroulés au niveau du voisinage immédiat et tout. Le colonel Doumbouya m'a chargé d'un message personnel au sujet de ces événements. Et très bientôt, vous verrez l'évolution de cela. Ce n'est pas le moment de le dire, mais il y aura une évolution dans ce domaine-là. Je voudrais vraiment profiter de votre micro d'abord pour remercier mon frère et ami, et mon frère Diop, qui fait un excellent travail ici. Et ensuite, à travers lui, le président de la transition, le colonel Goïta, qui a montré le chemin de la dignité, de la reconquête, de la dignité africaine. Et aussi remercier le peuple malien, qui est un grand peuple. Alors, le Mali et la Guinée-Conakry aujourd'hui dans la même situation politique en période de transition, la coopération qui se diversifie et qui se solidifie, elle n'est plus à démontrer. Elle va être axée sur quoi concrètement? Avec les échanges qu'on a eus avec le gouvernement actuel du Mali et le gouvernement guinéen, nous avons vu qu'il y a une immense
chemins sur lesquels on peut s'engager pour la coopération. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Les routes ensemble, le chemin de fer ensemble, la voie aérienne ensemble, et même le transport fluvial, que grâce à la vision de ces deux soldats, la Guinée et le Mali se réveillent et redynamisent et mettent en œuvre ce que nos pères fondateurs ont imaginé pour nous. Nous vous l'annoncions à l'instant rideau à Lomé sur la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Les partenaires internationaux réitèrent leur accompagnement au Mali. Le gouvernement malien, par la voix du chef de la diplomatie, exprime sa satisfaction et sa reconnaissance. La réunion salue particulièrement l'engagement des présidents maliens et togolais. Récit de nos envoyés spéciaux Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara. Les autorités de la transition félicitées au cours de la 3e réunion de suivi et de soutien à la transition. À la lumière des réponses fournies par les intervenants aux journalistes, tout porte à croire que le Mali va continuer à bénéficier de l'aide, du soutien et de l'accompagnement des pays frères de la sous-région, de la CEDEAO ainsi que de l'Union africaine. Les intervenants à l'unanimité admettent la volonté politique des autorités de la transition à sortir de cette crise qu'est vit le pays. C'est donc un ministre des Affaires étrangères qui répare plein d'espoir quant à l'avenir du pays. Pour notre part, le gouvernement du Mali a exprimé notre satisfaction par rapport aux résultats obtenus, dont le point de départ était pour nous, après une période difficile de tension, d'incompréhension avec nos voisins, avec la communauté régionale. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre processus de transition et cette rencontre présente une opportunité particulière, sinon la plus grande opportunité pour le Mali. Et donc, nous partons d'ici assez satisfaits de cette opportunité et de souci de maintenir ce type d'interaction positive avec tous nos partenaires. Et je dois saluer l'action, l'implication et la facilitation du président de la République togolaise en qui nous avons une totale confiance. Ils ont pris part à la journée de partage. Ce sont les collaborateurs du Mali qui quittent la réunion satisfaits. J'avoue que j'étais impressionné par l'engouement, d'abord des partenaires qui sont prêts à soutenir le Mali. Et j'étais aussi impressionné par les discours rassurants, optimistes que les délégations, les différents ministres maliens ont délivrés à l'assistance. Et qui a convaincu beaucoup de gens. Et donc j'estime que malgré les difficultés, les chemins parcourus, les embûches qu'on a dépassées, nous sommes sur la bonne voie. Et je souhaite tout simplement qu'on sorte de cette crise, qu'on sorte de cette période de transition et qu'on aille vers vraiment la sortie des crises symbolisée par des élections qui puissent faire en sorte que le Mali puisse retrouver sa place au concert des nations. J'ai pu voir à l'ensemble des participants un engagement à soutenir le Mali, un engagement à accompagner le Mali. Les défis sont énormes. On ne pourra pas organiser des élections si nous n'avons pas la paix, la sécurité et la stabilité. Et cela passe par l'accompagnement du Mali à lutter contre les djihadistes. Et en tant qu'Union africaine, nous restons engagés pour accompagner le Mali, que ce soit sur l'aspect politique, humanitaire, sans oublier les défis qui sont liés à la santé. Le représentant de la CEDEAO rassurera les médias quant à la levée progressive du reste des sanctions toujours imposées à notre pays. La question de la libération du reste des soldats ivoiriens, 46 au total, remise sur le tapis plusieurs fois par la presse. Le ministre Diop de spécifier que la justice malienne suit son cours, sans oublier l'engagement des parties à trouver des solutions grâce à la médiation togolaise. La Cour constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles, législatives ou encore référendaires, mais cette institution reste peu connue des Maliens. Le Conseil national des jeunes s'engage donc à vulgariser ses missions auprès des citoyens, cela à travers un projet dénommé « Contribution de la jeunesse dans la dissémination et l'appropriation des mandats de cette juridiction ». Adama Djimde. La Cour constitutionnelle est la 5e institution de la République. Elle est peu connue, donc moins comprise par les citoyens.
C'est pour inverser cette tendance que le Conseil national des jeunes a initié un projet dénommé « Contribution de la jeunesse dans la dissémination et l'appropriation des mandats et des missions de cette juridiction ». Tout est parti des remarques objectives sur le terrain. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, a constaté une crise de confiance entre les citoyens et la Cour constitutionnelle née des élections législatives de 2020. Le CNJ Mali pense que cette crise de confiance s'explique par la méconnaissance du mandat des missions et le rôle de la Cour constitutionnelle par les citoyens maliens. Ce projet a pour objectif de former un vivier de formateurs sur les textes juridiques relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Près de 1000 jeunes seront formés. Le doyen des conseillers de cette Cour a saisi l'opportunité pour expliquer aux jeunes les missions de son institution. Elle assure la garde de la légalité républicaine à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, des engagements internationaux. Elle régule le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle tranche les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. En outre, elle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations référendaires. Quant au président du CNJ, il a fait un lien entre l'évolution politique de notre pays et le rôle de la Cour constitutionnelle. À quel niveau de constitutionnalité pour le Mali? Parce que c'est les événements les plus récents qui seront le plus souvent discutés si nous voudrons parler de la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la Constitution et en lien avec le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la transition. Pour mieux expliquer le fonctionnement de cette Cour, un film a été projeté, suivi de débats. Appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Thème d'une rencontre à Ségou, c'est un cadre d'échange, de sensibilisation et de dissémination de la stratégie auprès des acteurs locaux. Une initiative du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Après la phase nationale le 30 juin dernier, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité entame l'étape régionale à Ségou. L'objectif visé à travers cet atelier est de promouvoir l'appropriation nationale du processus de la réforme du secteur de la sécurité en général et en particulier mettre en relief les éléments nécessaires pour une collaboration optimale entre les parties prenantes. Il s'agit des services de défense, de sécurité, de la justice et des représentants de la société civile. Nous avons prévu 2 communications. La première communication portera sur le processus de réforme du secteur de la sécurité. Il faut que les gens comprennent d'abord comment le processus est venu. Ensuite, parler du processus, l'état des lieux de la réforme du secteur de la sécurité au Mali. La deuxième communication va porter sur la stratégie proprement dite, la stratégie qui a été adoptée par les hautes autorités. Donc on va présenter cette stratégie, les grandes lignes de cette stratégie, parler de la vision qui n'est autre que garantir la sécurité humaine dans le respect des droits de l'homme et des principes de la bonne gouvernance. Cette rencontre de haut niveau regroupe l'ensemble des acteurs en charge de la sécurité au Mali. C'est vrai, le processus a commencé depuis 2013, donc il s'agira de dire aux participants, d'expliquer aux participants comment le processus a commencé, qu'est-ce qui a été fait, où est-ce que nous voulons aller, comment nous voulons y aller. Après Ségou, l'équipe se rendra à Koutiala, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal dans le cadre du même exercice. Restons à Ségou où Oxfam lance un projet de plus de 2 milliards de francs CFA. Le but, renforcer les revenus, le pouvoir d'agir et d'influencer de 1600 femmes dans les chaînes de valeur lait, soja et riz. Le projet soutient également la résilience de 800 déplacés internes dans les régions de Koutiala, Ségou et Koulikoro. Le reportage est signé Fouseni Samake. D'une durée de 5 ans, le projet Amélioration de la sécurité alimentaire des moyens d'existence et de la résilience permettra d'accompagner plus d'1 million de femmes rurales travaillant sur les chaînes de valeur lait, soja et riz étuvé dans les zones d'intervention. Le dit projet va s'atteler à la mise en place d'unités de transformation, des formations, des sensibilisations sur la résilience, entre autres. Le présent projet, il est financé à hauteur de 3 300 000 euros, soit 2 164 658 100 francs CFA. Oxfam au Mali
À travers ce projet, ambition d'accompagner un noyau de 1600 femmes rurales, 800 personnes déplacées internes. Nous visons pour ces communautés une augmentation des revenus, un renforcement de leur pouvoir d'agir et de leur pouvoir d'influence. Ce programme s'inscrit en droite ligne des objectifs de la politique nationale de la sécurité alimentaire et de la politique nationale genre du Mali. Les femmes jouent un rôle essentiel dans les économies rurales. Elles sont au niveau des 4 piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille, à savoir la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Le projet sera mis en œuvre par Oxfam Mali en collaboration avec Oxfam Belgique et 4 organisations socio-professionnelles maliennes partenaires dans les régions de Koutiala, Ségou et Koulikoro. Demain 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation, un événement célébré au Mali autour du thème « Faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation de nouveaux citoyens pour une refondation réussie ». Le ministre de l'Éducation nationale et le chef du bureau de l'UNESCO au Mali s'adressent à l'opinion. Synthèse de leur message avec Fademba Keïta. L'alphabétisation et l'éducation non formelle constituent les bases de la refondation. Le Malikoura a donc besoin d'un citoyen de type nouveau, bien éduqué et bien formé, soit par l'école, soit par l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Du 8 septembre 1965, date à laquelle a été décrétée lors de la conférence de Téhéran la journée internationale de l'alphabétisation par la communauté internationale à ce jour, le Mali, un des 11 pays participants à cette rencontre, a toujours fait de l'alphabétisation une unique alternative pour répondre aux défis sécuritaires, sanitaires, économiques et autres. Des efforts importants sont consentis sur le terrain par le département de l'Éducation nationale et ses partenaires à travers les différentes structures d'alphabétisation et d'éducation non formelle que sont les centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF, le centre d'éducation pour le développement CED, les centres d'apprentissage féminin CAFE et le centre d'éducation pour l'intégration CUI, sans oublier les bonnes initiatives et pratiques de certains partenaires comme le centre d'éducation communautaire CEC, une initiative de DVD international. Une ferme volonté de combattre l'analphabétisme est engagée par la transition du pays. Pour réussir ce combat, il est plus que jamais nécessaire d'adapter nos espaces d'alphabétisation aux nouveaux enjeux, d'où le choix du thème national, à savoir faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie. Les cours dispensés dans les différents centres de formation et dans les 13 langues nationales ont donné des résultats probants. Cela grâce à l'engagement des autorités et à l'accompagnement des partenaires du département de tutelle. En termes de résultats de nos jours, des milliers de femmes et d'hommes sont alphabétisés et formés à des métiers et à la gestion des activités génératrices de revenus en vue de leur émancipation socio-économique et de leur insertion, toutes choses qui ont amélioré les conditions de vie, de travail dans plusieurs communautés rurales. Quant aux représentants de l'UNESCO au Mali, ils estiment qu'à travers le thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation », l'alphabétisation devient ainsi source de transformation positive du monde. Maintenir les progrès réalisés de 1979 à nos jours est son ambition. En 1979, seuls 68% des populations mondiales savaient lire et écrire. En 2020, ce chiffre s'élevait à 86,7%. Et malgré ces progrès, 771 millions de jeunes et d'adultes dans le monde ne possèdent toujours pas la compétence élémentaire en lecture et en écriture. L'État et ses partenaires appellent tous les acteurs du domaine de l'éducation et au-delà à repenser le rôle de l'alphabétisation. Exploitation pacifique de l'espace par la Chine depuis le lancement de sa première fusée, thème d'un débat à l'intention des étudiants maliens de la langue chinoise. L'initiative vise à orienter ses apprenants vers les sciences aérospatiales. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Cette conférence de débat autour de l'aérospatiale avec les étudiants maliens en langue chinoise a une seule motivation, celle de susciter l'engouement chez les universitaires maliens à s'orienter vers les sciences et la technologie. Il s'agit aussi de les inciter vers des études en astrologie. Cette rencontre, c'est juste pour que les taïkonautes chinois rencontrent la jeunesse africaine. Alors c'est juste
pour que les Africains entrent en contact avec les astronautes. Et ça peut inspirer cette jeunesse-là pour aller de l'avant et s'intéresser aux sciences et à la technologie. Nous organisons cette activité dans le but de sensibiliser et de susciter l'intérêt des jeunes Africains sur la science spatiale et aussi sur les connaissances scientifiques. Et dans le but aussi d'établir une plateforme d'échange entre les jeunes Chinois et les jeunes Africains et ainsi d'élargir les domaines de coopération sino-africaine. Cette conférence débat autour des avantages de l'astrologie a pris fin par la remise des cadeaux symboliques. Lancement de l'opération promotion de l'emploi rural à travers l'aviculture. Le programme vise la création ou la consolidation des emplois à travers l'installation des porteurs de projets avicoles. C'est une opération de l'ANPE. Le reportage est signé Agibou Koulibaly. L'ANPE est convaincue que la solution du chômage et du sous-emploi se trouve dans la promotion de l'emploi rural. Et cette opération promotion de l'emploi rural à travers l'aviculture contribue au renforcement de capacité de la filière avicole, pourvoyeuse d'emplois, d'où la satisfaction des bénéficiaires. La filière avicole, si elle est soutenue, comme c'est le cas aujourd'hui, elle peut contribuer à résorber le chômage au Mali. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, hommes et femmes qui ont embrassé l'aviculture, pas par faute de choix, mais par la conviction. Au nom des 17 bénéficiaires, nous disons grand merci à l'ANPE pour cette action qui va sans nul doute contribuer à renforcer nos activités et à créer d'autres emplois. C'est suite à plusieurs expériences dans le domaine de l'aviculture que l'ANPE a initié cette activité à travers le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'opération in fine créera 34 emplois directs et environ une soixantaine d'emplois. Nous avons aussi également en termes de distribution de kits 400 pentados pour la dissémination et créer un effet multiplicateur afin de pouvoir créer des emplois pérennes mais aussi disséminer le processus et la technicité pour l'amélioration des capacités productives. Et ceci donc est encourageant. Je voudrais lancer un appel aux bénéficiaires afin de s'approprier davantage les techniques et les opérations qui consistent à mieux assainir leur milieu environnemental, mais aussi travailler à s'approprier les couveuses et la manière dont la couvaison doit se faire, mais en même temps la production des pentados et la vente de chair. Pour le ministre de tutelle, cette opération promotion de l'emploi rural à travers l'aviculture concourt à la réalisation du plan d'action du gouvernement. Poser un acte comme ça nous conforte dans notre démarche et nous dit que l'ANPE est très engagée avec ses partenaires et le département à promouvoir l'emploi rural. Donc c'est un jour heureux pour moi en tant que ministre et pour le département et également pour l'ANPE. Rappelons qu'avec la présente opération, l'ANPE a testé une couveuse de grande capacité. Elle a produit près de 400 pentados qui ont été nourris et suivis dans leur croissance. La remise de kits de pentades et de kits couveuses ANPE aux bénéficiaires a été le clou du lancement de cette opération promotion de l'emploi rural à travers l'aviculture. Le groupe Pivot Santé Population, le réseau Islam Population et Développement et la FENASCOM renouvellent leur engagement d'assistance mutuelle de se tenir au service de la population dans différents domaines. Les différentes parties viennent de signer une convention dans ce sens. Le point avec Foussini Tunkara. Ceux ainsi réunis ont en commun une même lutte, la recherche des voies et moyens pour le bien-être de la population. Voilà pourquoi, à travers ces signatures, ils s'engagent de nouveau à évoluer ensemble pour plus de résultats probants sur le terrain. Les entités concernées sont les réseaux Islam Population et Développement RIPOD, la FENASCOM et le groupe Pivot Santé Population. Aujourd'hui, on sait quand on parle de la santé et surtout la santé communautaire, nous ne pouvons pas aller sans la FENASCOM. Il est très très important d'avoir un partenaire comme le RIPOD à nos côtés pour évoluer pour le bien-être de nos communautés. Aujourd'hui, nous allons voir devant
et donner confiance à nos partenaires pour qu'ils nous accompagnent dans le nouveau processus que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Pour les réseaux Islam, Population et Développement et la FENASCOM, cette initiative à l'actif du groupe Pivot Santé Population sera d'un atout majeur dans la réussite de leurs actions quotidiennes au bénéfice des populations. Ça ne fait que renforcer notre synergie. Le report a profité beaucoup de groupes pivots dans les matières de renforcement institutionnel, renforcement des capacités humaines. Les outils modernes de communication sont développés, conçus et développés pour notre part par le groupe Santé Population. C'est pourquoi ce partenariat est très important pour la FENASCOM. Mieux que ces avantages, on retient aussi des intervenants que cette manière de faire facilitera aussi la tâche aux partenaires techniques et financiers et la société civile malienne qui entend jouer sa partition. Point Covid du jour. Ce mercredi, les services de santé ont enregistré 131 nouveaux cas positifs sur 862 tests réalisés. On note 35 guéris et pas de décès. À ce jour, 268 patients sont placés sous traitement. Et ce communiqué du ministère de la Santé et du Développement social sur les mesures relatives à l'augmentation des cas de paludisme, de grippe et de Covid-19, conformément à son engagement de tenir régulièrement informer l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique des pandémies au Mali. Le ministère de la Santé et du Développement social a fait part de ce qui suit. Cette période coïncide avec une recrudescence de cas de paludisme, de syndrome grippal et des cas confirmés de Covid-19. Ces trois maladies ont le plus souvent les mêmes signes de manifestation, surtout s'il s'agit de cas simples. Le ministère de la Santé et du Développement social informe l'opinion publique que devant tout cas de fièvre et rhume, de se rendre très rapidement dans un centre de santé pour des examens de confirmation. Aussi, la population est invitée à adopter ou à respecter strictement toutes les mesures sanitaires édictées donc par les services de santé. Sensibiliser les femmes et les chefs de ménage sur l'importance de la consommation des légumes traditionnels, c'est l'objectif d'une journée de démonstration culinaire, une œuvre de l'association malienne d'appui conseil aux initiatives communautaires. Les détails, c'est avec Anchata Koulibaly. L'association malienne d'appui conseil aux initiatives communautaires Amasik et ses partenaires s'engagent à faire la promotion des légumes traditionnels, plus précisément la marate, Korkoris et le gombo, d'où la tenue de cette activité. Elle s'inscrit dans le cadre des activités du projet BMZ, CGT et hier World Veg. On a organisé cette activité pour pousser les femmes à plus utiliser ces légumes dans nos cuisines et puis même dans le maraîchage. Nous souhaitons que cette activité contribue à la réduction de la malnutrition. Le choix de ces trois espèces est motivé par le fait que c'est des légumes qu'on peut considérer comme des légumes traditionnels. La particularité est que dans nos régimes alimentaires, nous avons constaté que c'est des légumes qui sont négligés, les gens n'accordent pas assez d'importance. Ce dispositif du projet est à mesure de former les gens sur une bonne production, non seulement alimentaire, et également comment produire des semences de ces espèces qui sont concernées par le projet. L'occasion a été opportune pour les organisateurs de mettre en exergue les valeurs nutritives de ces légumes traditionnels. Et les légumes traditionnels, spécifiquement le gombo, l'amarante et puis le korkorus, contiennent vraiment beaucoup de vitamines, ils contiennent beaucoup d'éléments minéraux. Tout ça, c'est des micronutriments qui sont demandés pour le fonctionnement même de l'organisme. Des séances de démonstration culinaire ont été réalisées entre les femmes productrices de Sénou et de Samanko sur les trois espèces de légumes sur lesquelles le projet travaille, à savoir la marate, Korkoris et le gombo. Et en image, inondation depuis lundi du village de Tegneneni, c'est dans la commune de Madougou, cercle de Koro. En quelques heures, le village est devenu une île et du coup coupé du reste du monde. Alertés, les villages voisins se sont mobilisés pour apporter assistance.
aux populations. Avec des sacs de sable, des barrages de fortune sont construits pour protéger le village, les champs de culture. Les sources d'eau potable sont complètement submergées, du jamais vu dans ce village, selon les habitants. Du sport dans cette édition, remise du drapeau aux Aigles dames de basketball, c'est en vue de leur participation à la Coupe du Monde en Australie. Les Aigles dames ont reçu également leur prime de 2019 et de 2021. L'équipe nationale des sourds a reçu aussi sa prime du championnat d'Afrique de football Kenya 2021. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Avant son départ pour la Coupe du Monde féminine Australie 2022, l'équipe nationale dames de basketball a reçu le drapeau national. La Coupe du Monde, c'est du 22 septembre au 1er octobre prochain. À travers ce geste, le ministre de la Jeunesse et des Sports transmet ainsi le soutien et l'accompagnement de tout le peuple malien à l'équipe nationale féminine de basketball. Depuis le jour où on a engagé l'équipe nationale féminine du basket à la Coupe du Monde, on a accepté. Depuis ce jour, on a mis les petits plats dans les grands pour que vous puissiez aller en Australie avec le moral. En vous le remettant, vous avez une obligation, celui de vous battre jusqu'au bout pour amener le Mali le plus loin possible. Par la même occasion, les arrêts des primes de médailles d'argent obtenues à l'Afro-Basket 2021 et des primes de sélection ont été payés. Il n'y aura jamais de problèmes liés aux primes. Nous allons toujours continuer à tout mettre en œuvre pour que le basket, comme le football, comme toutes les autres disciplines, soit un jeu dans lequel chacun a son rôle. Et ce rôle, c'est des devoirs et des responsabilités. Vous jouez, vous gagnez, vous avez des droits. Vous êtes appelé en équipe nationale, vous répondez. C'est seulement quand on répond à l'appel de son pays qu'on a des droits. Outre les basketteuses, les Aigles sourds ont reçu aussi leur prime de vice-championne d'Afrique. Une manière pour dire que l'État n'oublie personne. Ils font partie des enfants de la République auxquels nous tenons le plus. Parce que non seulement ils sont des joueurs qui défendent les couleurs de la République, qui parviennent à aller toujours loin quand ils vont dans une compétition, mais surtout parce que malgré les handicaps, ils parviennent à s'épanouir et à nous rendre heureux grâce aux victoires qu'ils ramènent. Satisfait, on sentait la joie sur le visage des uns et des autres. De la musique et partons à la découverte de deux jeunes talents, Wassa Kouyaté et Mohamed Saïba Diabaté, tous deux joueurs de Kora. Ils ont du talent à vendre, ces deux jeunes. Vous allez voir, sont de vrais ambassadeurs de la musique malienne à l'étranger. D'ailleurs, au plan international, ils partagent souvent la même scène, regard croisé de la rédaction, une signature de Tamsir Diabaté. Quand les 21 cordes de la Kora chantent le Mali depuis le fleuve Djoliba, cela ne peut être qu'à l'actif des griots, ceux à qui cet instrument mystique est traditionnellement réservé. Je suis Wassa Kouyaté. Je suis Mohamed Saïba Diabaté. Et l'un des héritiers du jour est du cercle de Bafoulabé. Quant à l'héritière, elle vient de Badougou Djoliba dans le Mandem. Et c'est pourquoi d'ailleurs leur inspiration provient de l'agitation de la surface de l'eau par les ondes de vagues. Pour Mohamed Saïba, la Kora est désormais son arme pour louer et remémorer le sens de la paix comme elle l'a été pour ses ancêtres. Le Mali, terre des vénérables ancêtres qui en ont fait un havre de paix. Certes, tu es en proie aujourd'hui par des coups violents, mais tu disposes comme par le passé de ressorts suffisants pour te dresser fièrement dans le concert des nations. Le son mélodieux de Mali Sadio a fait de lui un choriste inspiré, surtout quand sa grand-mère Dédé Kouyaté le magnifiait avec sa voix tonitruante.
Cet instant-là, je ne vais jamais l'oublier. Sa grand-mère, qui était sa source d'inspiration, reste une référence pour lui et dont il faut perpétuer l'art. Et l'on constate d'ores et déjà l'ambition de Mohamed Saïba à persévérer dans la musique. Il a découvert la kora en 2006 quand il n'avait que 15 ans. Et lorsqu'il décrocha son bac en 2010, il n'a pas voulu continuer ses études à cause de son attachement à la musique. Mohamed Saïba a toujours rêvé d'être parmi les meilleurs joueurs de kora et le rêve semble se réaliser. Jouer devant beaucoup de personnes et être applaudi, ça ne peut être que bénéfique. Le plus beau souvenir du choriste Mohamed Saïba Diabaté, c'est sa participation au Festival des musiques sacrées à Fès au Maroc, avec un certain Balaké Sissoko. Grâce à la kora, j'ai découvert le monde. Mohamed Saïba s'inspire plus quand il joue le morceau dédié à sa lignée intitulée Kaladjoula. Entre le coucher du soleil et le lever du soleil, c'est la même détermination à donner le meilleur de lui-même. Le voilà en famille avec ses parents. Ici, elles sont bien inspirées quand Saïba touche aux cordes de la kora. Saïba, depuis à bas âge, il a appris à jouer au dundumba kasonké. Grâce à sa grand-mère, c'est Sidikiba qui lui a donné le premier son du kora. Par fini, il s'est tourné vers Madouba Kamara. Seba Ramnadi, il l'a mérité. Je me rappelle, avec le début de la vacances, quoi, je sais que casser ni ron, on sait pas, Donobena, avion jolé, il y a la unité africaine. Tellement il va déborder. Il a attiré l'attention du chanteur sénégalais, Wally Seck, qui lui a fait appel. Il tourne avec Wally, ce qui lui a donné une grande performance. Oumou Saïba donne au revoir à sa maman très éprouvée au lendemain du 40e jour du décès de sa grand-mère. Oui, Wassa Kouyaté, je la connais très bien. Je lui ai transmis quelques notes de kora. Oui, il a été mon maître. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, Saïba travaille avec son fils. J'ai travaillé avec John Seck, paix à son âme. Il y a une chanson qu'on a chantée ensemble, Les Rapaces. C'est une tendance qui vengeance qui mène dans le puits. Elle est venue spécialement pour participer au projet de Papa John Seck, la CEDEAO en cœur. Elle fait partie des représentants du Mali. La particularité de Wassa Kouyaté est qu'elle joue la kora et en même temps chante. L'enfant de Badougou Djoliba est accueilli chez elle comme femme de défi.
Wassa Kouyaté, elle est la première à jouer l'instrument mystique qu'est la kora dans leur lignée. Kouyaté, qu'elle est, c'est le balafon qui lui est réservé. Jouer la kora sur la terre de ses ancêtres est la confirmation qu'elle est une femme de défi. Jouer la kora ici aujourd'hui, c'est symbolique pour moi. Instaurer la kora ici dans la famille, c'est un honneur pour moi. C'est une fierté pour nous de voir une jeune fille maîtrisant l'instrument et chanter en même temps, qui n'est pas donné à tout le monde. On voit en Wassa une étoile. Et Wassa, elle a développé une propre technique à elle, aussi bien sur la kora que sur les claviers. Moi, je l'ai encouragée avec justement mes conseils. Certains jeunes artistes comme Wassa sont des modèles aujourd'hui. Dès le départ, on voyait en elle la rage de vaincre, qui est toujours prête à se battre. Il y a certains signes qui ne trompent pas. On ne m'a pas surpris que vraiment elle joue de cette façon. Je confirme ce que ces professeurs ont dit. Là où les autres filles échouent, elle essaye de serrer la ceinture pour pouvoir dépasser ce cap. Dès que tu lui parles de cet instrument, elle est toujours prête quand même à te répondre pourquoi elle a choisi cet instrument. Depuis le tout début, quand j'ai vu cet instrument, ça a été comme un coup de foudre. Et j'ai dit immédiatement que c'est ça que je veux jouer. Et sur le fleuve Niger à Badougou, Djoliba, quand elle touche aux cordes pour chanter son morceau préféré, le Koulandjan, même les oiseaux sentent que c'est la griotte de Djoliba qui chante. Pour elle, jouer la kora est une façon de s'exprimer et de contribuer au développement de son pays. Wassa Kouyaté est consciente que la kora est un instrument mystique. Il y a des morceaux, les femmes ne doivent pas le jouer. Le djandjo fait partie. Je ne peux pas défier la culture. Et que j'ai aimé cet instrument et je le pratique. En moins d'une décennie de carrière musicale, Wassa et Mohamed Saïba sont en train de hisser le drapeau du Mali au firmament de la musique par leur talent. C'est un extrait d'un document exclusif de 52 minutes à voir très prochainement sur nos antennes. Fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Bemba Sibi tout à l'heure à 23h pour la dernière grande édition de la soirée. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.